dans ce contexte, j'essaie de regarder l'heure d'ici, je ne vois pas bien. Comment? Ah oui, j'avais pas vu. Ah oui, c'est beaucoup mieux. J'avais pas vu, merci. Comme je vous le disais, hein, voilà, il ne s'agit pas de revenir sur la chronologie des événements, mais justement d'abord d'insister sur le fait qu'au vu de ce que je viens d'expliquer, je vais dire à la fois rapidement, mais déjà trop longuement, tout ne se focalise pas au mois de mai. C'est pour ça que moi j'aime pas trop parler de mai 68, hein. Je comprends très bien que ce soit devenu une expression toute faite, un syntagme en quelque sorte historique qui a son importance. Mais parler de mai, ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord parce qu'encore une fois il y a des prémices, mais plus encore parce que ce qui se passe en juin 68, et c'est pas du pinaillage chronologique, hein, mais c'est vraiment quelque chose de très important me semble-t-il en termes historiques, sociaux et politiques. Ce qui se passe en juin est finalement presque tout aussi important que ce qui se passe en mai. Et ça veut dire aussi que l'événement ne s'arrête pas quand le général de Gaulle l'a décidé. Voilà. C'est-à-dire que l'événement ne s'arrête pas le 30 mai 1968, quand le général de Gaulle fait un discours très important, où il décide de dissoudre l'Assemblée nationale, d'organiser de nouvelles élections, en considérant que voilà, l'événement se referme là. Beaucoup d'observateurs ont dit oui, c'est fini, on va pouvoir faire l'histoire de tout ça. Mais en réalité, la grève se poursuit bien au-delà du 30 mai. Vers le 12 juin, il y a encore presque 3 millions de grévistes. Et il y a des choses tout à fait importantes qui se passent en juin qui méritent d'être soulignées. Donc là, c'est vraiment juste un petit panorama avec quelques moments clés de l'événement. Voilà, histoire de se rafraîchir un peu la mémoire à ce sujet. Donc la Sorbonne, 3 mai, les centaines d'arrestations, libérer nos camarades, et puis une sorte de spirale qui se met en place de répression et de réaction à cette répression, jusqu'à la première nuit des barricades, dans la nuit du 10 au 11 mai, et la répression policière qui suscite une indignation dans une grande partie de la population. Pas toute la population, bien sûr, il faudra évoquer les deux côtés, en quelque sorte, de l'événement. La première immense manifestation du 13 mai 68, c'est-à-dire une grève de 24 heures appelée par les confédérations syndicales, mais qui finalement est une grève qui va être reconduite, d'abord très ponctuellement, et puis qui va se généraliser à compter du 17 et du 18 mai. Et face à ça, le pouvoir essaie de réagir par deux méthodes bien classiques, c'est-à-dire la carotte et le bâton. La carotte, c'est essayer de négocier. Donc ce sont les fameuses rencontres de Grenelle. On parle souvent des accords de Grenelle, mais c'est une expression qui n'est pas tout à fait adéquate, parce qu'il n'y a pas eu d'accord formalisé et signé par les trois parties que représentent les syndicats de salariés, l'État et le patronat, mais une rencontre qui vise justement à satisfaire un certain nombre de revendications des grévistes et dès lors à terminer la grève. Tandis que parallèlement, certaines organisations politiques et syndicales, notamment lors du meeting de Charletti le 27 mai, essaient de trouver justement des alternatives au pouvoir. Pouvoir qui, justement, après une phase de déstabilisation, tente de reprendre la main, et c'est le cas avec l'allocution du général de Gaulle le 30 mai, suivi d'ailleurs par une manifestation que les partisans du général eux-mêmes n'avaient pas du tout imaginé de cette ampleur, puisque c'est vraiment le symétrique de la manifestation du 13 mai. Ce sont des manifestations absolument considérables qui rassemblent à peu près, on estime qu'il y a environ 1 million de personnes le 13 mai dans toute la France, et peut-être 700 000 ou 800 000 personnes qui vont défiler pour De Gaulle le 30 mai et les jours suivants dans différentes villes de province. Mais encore une fois, l'événement ne s'arrête pas là. Ne s'arrête pas avec Grenelle ou ne s'arrête pas avec le discours de Gaulle le 30 mai. La grève se poursuit et en juin, justement, il se passe des choses très dures, très graves. C'est aussi le moment dramatique de l'événement 68, puisqu'il y a des morts. Après une deuxième nuit des barricades qui a eu lieu le 24 mai, une troisième nuit va se dérouler en réaction à la mort de Gilles Tautain, que vous voyez ici donc, sur les photographies tenues par ses amis, par ses camarades. C'est un lycéen maoïste de 17 ans qui est mort noyé près de Flins, sans doute après avoir été matraqué lors de... des affrontements extrêmement violents avec les CRS et les gendarmes mobiles
dans cette usine de Renault Flin, dans les Yvelines. Et le lendemain, dans l'une des plus grandes usines de France, à Peugeot-Sochaux, il y a à nouveau 2 morts cette fois, 2 morts qui sont des ouvriers, là aussi lors des affrontements avec les CRS, Pierre Bello et Henri Blanchet, dont l'un meurt d'une balle en pleine tête. Et puis la grève, encore une fois, parfois s'arrête, parfois reprend selon les secteurs, et elle tient dans un certain nombre de domaines, par exemple chez les dockers, par exemple chez les cheminots, ou encore chez les techniciens et journalistes de l'ORTF, l'Office de la radio et télévision française, dont la grève dure jusqu'à la fin du mois de juin. Alors ce qu'on peut dire, c'est que 68, du coup, comme vous l'aurez déjà compris, ne peut pas se résumer, malgré la beauté de cette photographie, à cette image. Voilà, c'est-à-dire 68 n'est pas seulement un pavé tranquillement posé en attendant d'être lancé sur les grilles d'arbres qui peuvent servir à dresser des barricades. 68, c'est vraiment un moment total, un moment global, et tous n'ont pas dressé des barricades, tous n'ont pas lancé des pavés, parmi ces 10 millions de personnes, mais beaucoup quand même ont créé un événement qui a été profondément historique. Alors, qu'est-ce qui fait justement qu'à un moment, il y a un événement, il y a une irruption, il y a le sentiment que le temps devient extraordinaire au sens strict, voilà, le temps est suspendu. C'est quand même d'abord et avant tout ce qui fait un peu cette étincelle, ce qui va créer le lien en quelque sorte entre ces univers sociaux qui ne se retrouvaient pas, ne se rencontraient pas aussi peu jusqu'à présent. Ce sont ces images de jeunes blessés, de jeunes ensanglantés. Alors voilà, par exemple à Strasbourg le 11 mai, il y a un tract qui est diffusé un peu partout. Les forces de police ont provoqué cette nuit à Paris une véritable boucherie. Donc voilà, cette idée de massacre, de boucherie, de carnage, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu immédiatement après la première nuit des barricades. Et même avant, hein, parce que là on voit sur cette photo de Gilles Caron, c'est une photo célèbre, bon, on imagine la douleur que va faire ce bidule, c'est une grande matraque utilisée par les forces de police, si il s'abat véritablement sur la nuque de ce jeune homme en train de s'enfuir. Donc de telles photos qui ensuite sont légendées de la sorte, par exemple tueur à gages, c'est quelque chose qui suscite une indignation assez générale, au point que, bon là vous ne pouvez pas distinguer ce dont il s'agit, mais je vous l'explique, pour vous dire que en fait, cette indignation elle se répand bien au-delà des villes concernées par cette répression. Là c'est un document qu'on peut trouver aux archives départementales de Guéret dans la Creuse, et en fait ce sont des institutrices et des instituteurs de cantons ruraux qui écrivent au Premier ministre pour lui faire part de leur indignation face à la violence policière. Et ça ne peut que rappeler bien évidemment la guerre d'Algérie. En fait, la plupart des gens qui se retrouvent dans ces situations d'affrontement avec les forces de l'ordre ont ce souvenir en tête du 8 février 1962, c'est-à-dire la manifestation qu'on appelle de Charonne, entre guillemets. C'est-à-dire pourquoi Charonne? Parce que c'est autour du métro Charonne, et notamment autour de l'escalier des grilles du métro Charonne, que 9 victimes ont pu être déplorées, dont le jeune Daniel Ferry, qui avait 16 ans à cette époque. Ce qui est frappant dans ce souvenir de la guerre d'Algérie, qui revient sans cesse, donc c'est Charonne, ils vont recommencer, etc., c'est qu'on en oublie complètement un autre massacre en plein Paris, qui avait eu lieu le 17 octobre 1961, massacre des Algériennes et des Algériens dans la capitale, lors d'une manifestation pacifique organisée par le FLN, le Front de Libération Nationale, mais qu'on a totalement occulté, alors que Charonne, c'est l'événement traumatique qui revient sans cesse à l'esprit. Et il faut dire que du côté des forces de l'ordre, on est extrêmement déstabilisé par ce qui se passe au premier jour de mai, par l'habileté au fond, par l'espèce de courage, de volontarisme qu'ont les manifestantes et les manifestants, au point d'ailleurs que du policier municipal jusqu'au sommet de l'état-major, on voit poindre une certaine forme d'admiration aussi à l'égard de ces jeunes qui tiennent tête à la police, et on se sent vraiment en plein désarroi. Les forces de l'ordre sont au grand désarroi. J'ai pu travailler assez longuement sur les archives, notamment de la préfecture de police de Paris,
qui sont placés sous la houlette de Maurice Grimaud à cette époque, hein, vous le savez sans doute. Donc Maurice Grimaud qui n'a rien à voir avec son prédécesseur Maurice Papon. C'est quelqu'un qui est évidemment, et on l'a beaucoup dit, beaucoup plus humaniste, hein, rien à voir avec Maurice Papon qui avait été directement le complice actif de la collaboration au génocide des Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale, qui lui-même est l'un des responsables du massacre du 17 octobre 61 et du 8 février 1962. Donc Maurice Grimaud, simplement, quand même, pendant des jours et des jours en mai, jusqu'à sa circulaire du 29 mai, encourage ces hommes. Voilà. Et les félicite, et leur accorde des primes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les forces de l'ordre sont dans un état à la fois d'immense fatigue, de grand épuisement, d'incompréhension face à ce qui se passe et de sentiments très amers que le pouvoir politique vacille ou hésite entre plusieurs solutions. Et ça, on le voit vraiment, encore une fois, dans les archives, on peut les suivre quasiment heure par heure. D'abord, eux-mêmes sont parfois blessés, bien évidemment, hein, donc on peut le voir ici, voilà, des policiers qui parfois, d'ailleurs, sont atteints par la toxicité de leur propre gaz lacrymogène, certains qui se soutiennent, qui se portent, etc. Donc il y a évidemment des blessés dans les deux camps, même si les équipements et même si les armes utilisées n'ont rien à voir et on ne peut pas faire un strict parallèle entre les deux côtés, notamment des barricades. Mais il y a aussi ce sentiment d'être lâché un moment par Pompidou, parce que d'un côté, on demande aux forces de l'ordre d'investir le quartier latin, et d'évacuer les universités, d'évacuer la Sorbonne en particulier, et puis finalement, Georges Pompidou dit j'ai redonné l'université aux étudiants, donc en fait, en reconnaissant d'ailleurs que l'université leur avait été prise. La nuit des barricades, c'est quand même vraiment ça, c'est vraiment un moment où, pardon, j'en parlerai après, où en fait on ne veut pas accepter dans l'espace universitaire des forces de l'ordre qui n'ont rien à y faire. Et donc, en fait, c'est pour ça que Grimaud, voilà, pendant, encore une fois, plusieurs semaines, avant de modérer finalement ces hommes, eh bien, les récompense, parce que de toute façon, ils sont mobilisés vraiment quasiment jour et nuit, ils ne peuvent plus prendre de congés, sauf vraiment cas de force majeure. Et donc, face à cette situation, Grimaud se dit que, en outre, il a les syndicats de police, si j'ose dire, assez trousses, enfin, dans une certaine mesure, parce que les syndicats de police menacent de rentrer eux aussi en grève, hein, et donc il y a un risque de déstabilisation très profond là, du pouvoir. Donc la situation est très complexe, et en tout cas ce qui est vraiment frappant, c'est ce trouble au plus haut niveau de la hiérarchie policière qui se dit mais on n'a jamais vu ça, voilà, on n'a jamais vu, y compris cette détermination des manifestants. Alors, ce qui est très frappant aussi dans ce moment-là, 68, en mai et juin 68, c'est cette idée que les frontières sont interrogées. Ça peut être les frontières au sens géopolitique du terme, les frontières entre les nations, mais aussi les frontières sociales, les barrières, qui suscitent une certaine forme de brassage social. Souvent, on se dit, voilà, l'événement, il commence avec les étudiants. Je ne vais pas non plus révolutionner l'histoire en vous disant que c'est pas vrai, mais simplement introduire un certain nombre d'éléments qui nous montrent que le brassage social, il intervient très tôt, dès les premiers jours de mai. Bon, là, vous voyez, par exemple, c'est une sorte de panorama que l'on peut dresser à partir des arrestations, des interpellations policières dès le 3 mai 68. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que des étudiants. Voilà. Il y a des jeunes, parce que là, vous avez les dates de naissance, donc vous voyez qu'il y a une cohérence générationnelle, à l'exception de ce retraité, un monsieur de 65 ans qui se retrouve pris dans les échauffourées, on ne sait pas très bien, voilà, mais en tout cas il est là. Mais voilà, pour la plupart, ce sont des jeunes qui ont entre 16 et 30 ans. Et il y a des ouvriers, des tourneurs, des fraiseurs, des monteurs, des typographes, des ouvriers du bâtiment, des OS, etc. Il y a des employés de bureau, des représentants de commerce, des agents d'assurance, des postiers, des cheminots. Et les fiches de police sont souvent très précises. Alors par exemple, là on voit, vous voyez, dans commerce artisanal, on voit boulanger, charcutier, vendeur. Alors il y a même un cuisinier au Berlin Opéra. Il y a un employé de restaurant, chef de rang à la Bouteille d'Or, quai de Montebello, etc. Vous avez un plongeur, les plongeurs de restaurant, les garçons de café, etc. C'est-à-dire qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a le fait que les solidarités, elles sont d'abord pragmatiques, c'est-à-dire, tiens, il se passe quelque chose là, au quartier latin, on réagit et on y va.
et on ne laisse pas les étudiants seuls face à la police, et notamment face au CRS. Et puis